Chronique financière en date du 24 mars de l'année 2026. Il se passe beaucoup de choses présentement de l'actualité. Ma chronique d'aujourd'hui va être en relation, entre autres, par rapport aux tensions politiques qu'il y a entre l'Iran et les États-Unis. Juste avant de débuter, je tiens à vous mentionner que je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques et pour chacune des informations abordées aujourd'hui, notamment par rapport à des titres financiers auxquels je peux faire allusion, je vous propose de vérifier par vous-même de manière indépendante l'information. Cet avertissement fait, je vais commenter un peu ce qui se passe présentement dans l'actualité. Il y a beaucoup de rebondissements spectaculaires. Parfois, j'ai l'impression d'assister à un véritable téléroman qui se déroule sous mes yeux avec rebondissements multiples. Dans le domaine des téléromans, à la télévision ou sur le web, au fil des ans, bien, les scénaristes se sont organisés pour mettre de plus en plus d'un épisode à l'autre une grande quantité de rebondissements, de séquences chocs. Et j'ai l'impression que parfois, en observant ce que fait Donald Trump, qu'il cherche à créer des chocs et également des effets de surprise, comme si la réalité était un vaste téléroman. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours sur le réseau Truth Social où Donald Trump va écrire des messages? Eh bien, il a fait une menace. Si l'Iran n'ouvre pas complètement sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à partir de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront leurs diverses centrales électriques en commençant par la plus grande d'abord, avait-il écrit. Donc rien de moins. Ça, c'était samedi soir passé. Une menace de 48 heures. Qui a fait au régime iranien. Ma curiosité, c'était de voir naturellement par rapport à ça lundi comment que les marchés allaient réagir. Probablement que les gens j'anticipais que les gens se mettent à avoir peur puis liquider des actifs liés à des entreprises américaines de technologie, Nasdaq 100, SP 500 qui figurent, Apple, Google, ensuite Meta par rapport à Facebook, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous parle d'effet de surprise. C'est que juste avant l'ouverture de la bourse, donc lundi dernier, eh bien, Trump a fait un message, eh oui, qui donnait une pause de 5 jours sans condition au régime iranien. Habituellement, il mentionnait lundi matin qu'il y avait des pourparlers avec le régime iranien qui sont productifs, que à cause de ça, il va leur donner un délai supplémentaire de 5 jours. Étant donné que les conversations vont bien, et par la suite, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des journalistes qui ont contacté les responsables du régime en Iran. Puis les responsables ont dit, on n'a pas du tout parlé avec Donald Trump. Ça l'a sorti dans les médias. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les États-Unis s'apprêtent à envoyer 3000 parachutistes au Moyen-Orient. Si les pourparlers vont bien, pourquoi se préparer à la guerre? Et là, on en revient naturellement à l'injonction paradoxale qui dit que pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre pour pouvoir imposer la paix dans un sens. L'Iran frappe Israël. Le flou persiste sur des possibles pourparlers. Si l'Iran attaque Israël, ça doit dire que quelque part, les pourparlers, ça va peut-être pas aussi bien que l'annonce Trump. Mais lui, il dit qu'il y a des pourparlers, puis ça va bien. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. J'ai l'impression qu'on assiste à une immense émission de télé-réalité à saveur géopolitique internationale.
Et naturellement, les gens qui tirent profit de la situation pour s'enrichir, ben, c'est les gens qui sont en contact directement avec Donald Trump. C'est incroyable d'assister à la période présente. Euh, Au niveau de l'analyse de la bourse, puis par rapport, par exemple, au cours de l'or, du métal argent, du pétrole, la parole de Trump a beaucoup d'impact, particulièrement par rapport au coût de la valeur du baril de pétrole, du Brent, là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a fait le discours, donc au moment où je vous parle, on est mardi le 24 mars, donc le 23 mars, quand il a fait le discours, la valeur du baril du pétrole, qui, faut toujours avoir en tête que sur les marchés asiatiques, la bourse, eux autres, ils ouvrent plus tôt que le marché nord-américain par rapport à la bourse de New York. Donc, c'est toujours d'avoir en tête que la bourse à New York ouvre à 9 h du matin, heure de New York, et ferme à 16h30. Moi, je vis au Québec, donc je suis sur le fuseau horaire de la bourse nord-américaine, là. Donc j'ai la même heure qu'à New York en vivant au Québec. Tandis que les gens en Asie, pour mon heure, nord-américaine, à partir de laquelle je fonctionne, c'est à partir de 18 heures que la bourse asiatique est ouverte. Donc, c'est toujours avoir en tête que ce qui se passe sur la bourse, notamment au Japon et également à Shanghai, ça se déroule plusieurs heures avant la bourse new-yorkaise. Donc, les gens sur les marchés asiatiques anticipaient sans doute une continuité des escalades. Le coût du baril de pétrole, si on regarde le graphique présent, il était en train de monter. Puis, vous voyez ici, ça a fait un autre flash crash. Je l'avais commenté, le flash crash qui avait cours au début du mois de mars. Puis ça, c'est suite au discours de Donald Trump. Donc, Donald Trump, en prenant tout simplement la parole, a calmé le marché. Puis, vous voyez, au plus bas, il est tombé à 97 US, la valeur du coût du baril du pétrole. Il a fait un plongeon de 112,97, donc à peu près 113 ici. 80, à peu près 98 $ américains. Puis si on le met en contexte, ben, il y a plusieurs jours, ça avait fait ça ici. Hein. Vous voyez le point dessus. Ici, il était à 116 le 6 de mars. Puis ensuite, dans le coin du 8, il a baissé beaucoup. Fait que là, il crée de la volatilité. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport à Trump, il suffit qu'il prenne la parole, puis là, ça fait 2 fois que je vois qu'il fait le phénomène, pour faire baisser la valeur du baril du pétrole. Donc, mais après ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a une petite reprise à la hausse. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, je regarde ça. Naturellement, présentement, je ne spécule pas sur la valeur du baril de pétrole, bien que ça peut être tentant avec des effets de levier. Étant donné que Trump, ses stratégies fonctionnent. Mais c'est sûr que, dans le fond, Trump, qu'est-ce qu'il cherche à faire présentement? J'ai l'impression qu'il cherche à gagner du temps auprès dans le fond, comment dire, ben, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, là. C'est-à-dire que s'il y a un délai de 5 jours pour son ultimatum, ben, ça lui permet de positionner comme il faut ses pions, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses parachutistes, ensuite il y a déjà des marines qui sont là, tu as des bateaux américains qui sont stationnés au Moyen-Orient, fait que là, ils vont peut-être se préparer à une opération sur le terrain en sol iranien, et aussi, ils cherchent à aménager la bourse, parce que si vous observez un petit peu le modus operandi de la façon de procéder de Trump depuis plusieurs mois, on pense notamment à la guerre des tarifs qui a eu cours l'année passée, souvent quand il y a des opérations importantes qui peuvent nuire à la force de l'économie américaine et des indices boursiers américains, que sont le Nasdaq 100, SP500, ben, il va s'organiser que ça se déroule la fin de semaine, comme par exemple l'opération qui a mené conjointement avec Israël pour attaquer l'Iran. Ça a eu cours à la base le 28 février, qui est un samedi, et que la bourse américaine
est fermé. Si une opération majeure puis déployer des troupes au sol, ben c'est sûr que moi, si j'étais à sa place, je ferais ça un samedi parce que ça ferait moins baisser la valeur de la bourse. Parce que si les indices boursiers baissent beaucoup, ça va à l'encontre de son mandat. Il a été mis en place, entre autres, par une partie de l'électorat pour faire fleurir l'économie américaine puis la croissance économique, puis ça passe par, naturellement, un rehaussement des indices boursiers américains. Donc, où ce que je veux en venir, c'est que, puis ça a été particulier parce que de déclencher une opération militaire des États-Unis avec Israël un samedi, normalement, un samedi, c'est le jour du sabbat pour les Juifs. Donc, les Juifs ne travaillent pas le samedi. Comme les chrétiens, c'est le dimanche, le jour de congé. Les musulmans, le vendredi. Et les jovialistes, le jeudi, le jour de Jupiter. Donc, par rapport aux différentes religions, aux différentes croyances, il y a différents jours qui sont associés à une période de repos. Donc, en pleine période du sabbat, les forces israéliennes ont attaqué l'Iran conjointement avec les États-Unis le 28 février dernier. C'est quand même particulier. Mais bon, je vais continuer de commenter l'événement. Pour moi, Trump, comment que je vois ça? Il crée beaucoup d'incertitudes. Il cherche à rassurer le marché. Puis ça marche. Tu sais, je peux pas dire le contraire. Quand on regarde la courbe, il prend la parole, ça calme les gens. Après ça, ben, naturellement, l'inquiétude revient. Puis là, il peut reprendre la parole quelques jours plus tard pour rassurer les gens. C'est ça, son objectif, c'est que le coût du baril du pétrole reste bas. Puis c'est compréhensible. Naturellement, là, ce pas pire, il est à 88 US. Mais on va voir la tournure des événements dans les prochains mois. Là, j'ai été voir Charles Sedin. J'ai trouvé intéressant. Lui, c'est plus habituellement quelqu'un qui va commenter l'actualité dans le domaine des crypto-monnaies. Et là, depuis les derniers jours, ben, c'est lancé dans l'analyse géopolitique. Parce qu'en effet, ça a un impact sur le marché boursier et aussi la valeur des actifs à risque, comme par exemple les actions technologiques, mais aussi par rapport à la valeur de certaines crypto-monnaies. Donc, lui, il disait des négociations bidons, la situation devient incontrôlable, très grave. Mais oui, à mon avis, en tout cas, lorsque Trump pourra me dire avec qui il négocie, ça me permettra d'éclairer les choses. Bon, c'est sûr que l'hypothèse que je ne rejette pas, qui est présentement en négociation à travers des intermédiaires, que ce soit par rapport à des gens en Turquie ou dans d'autres pays, puis c'est pas nécessairement directement les responsables d'Iran et que ça crée un délai au niveau des communications entre, en tant que tel, les dirigeants du pays de l'Iran et Donald Trump à cause des intermédiaires de personnes de d'autres pays. Oui, c'est une possibilité qui fait en sorte que les responsables iraniens disent on n'est pas en venu à une entente ou qu'il n'y a pas de négociation à leur connaissance. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'ils discutent de manière à parler avec des gens opposés au régime actuel qui vont prendre la relève du régime iranien par une espèce de renversement d'État qui prépare pour qu'il y ait un changement du régime, là, que les ayatollahs laissent leur place à d'autres dirigeants là, qui n'auraient pas une saveur religieuse. C'est une autre possibilité. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours. On est comme dans un grand téléroman. C'est quoi que je vais dire? Bon, ça j'ai commenté. C'est sûr que la période présente, parce que si le pétrole augmente, ce qui risque d'arriver par rapport aux métaux précieux que sont l'or et l'argent, naturellement, ils vont probablement baisser. Pourquoi? Parce que habituellement, lorsque le pétrole augmente, toutes les denrées alimentaires qui sont transportées par camion ou véhicules qui nécessitent du pétrole ou même le coût des emballages de plastique, tout ça, ça se met à augmenter. Puis pour freiner l'augmentation des coûts, c'est-à-dire l'inflation, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la Fédérale Réserve aux États-Unis va rehausser le taux d'intérêt. Donc, sans doute, les investisseurs anticipent une hausse du taux d'intérêt, ce qui fait que la valeur du métal argent a baissé dans les derniers jours. Moi, je me suis retiré le 13 mars dernier par rapport à des fonds que j'avais négociés en bourse avec effet de levier par rapport au métal argent puis métal or aussi,
Pourquoi? Ben, les deux sont à la baisse, puis ça ne s'en va pas en s'améliorant. Si on regarde par rapport à la valeur de l'once d'or, on voit que l'once d'or était, en fait, il est monté à 5500 à peu près le 28 janvier 2026. Puis là, il est à 4478, donc il a perdu à peu près 1000 $ de valorisation. L'once d'or, l'once d'argent qui suit le mouvement de l'or s'est dévalué aussi. Hein. Il était monté à peu près à 120 $ US, puis il est tombé, présentement, il est à 71 $ américains. Donc, éventuellement, je songe, bien que je me suis sorti du marché, avec des effets de levier, à prendre des fonds négociés en bourse conventionnelle par rapport à la valeur de l'or et de l'argent, d'en reprendre bientôt. Probablement que si on s'enlise dans une guerre à court terme, je ne dis pas à moyen et à long terme, c'est important de bien comprendre mes propos pour pas que ça soit mal interprété, mais à court terme, probablement ce qui va arriver, c'est que l'or, le métal or et le métal argent vont continuer à se dévaluer. Sauf que, qu'est-ce qui va arriver aussi à moyen et long terme? Ben, la dette va continuer d'augmenter. La dette est à 39 milliards de dollars présentement américaine, établissement un nouveau record. Et naturellement, faire la guerre à un pays, puis on le sait, là, avec des missiles d'interception qui peuvent valoir entre 3 et 4 millions de dollars américains, qui servent à intercepter des missiles iraniens qui sont à peu près à 20 000 $ US chaque, à cause de l'asymétrie des missiles utilisés. Puis on sait qu'aujourd'hui, la guerre que mènent les États-Unis contre l'Iran, ça coûte au-dessus d'1 milliard de dollars facilement par jour. Mais la dette américaine, elle va continuer de monter. Là. Si on s'en est dans une guerre au Moyen-Orient impliquant les États-Unis qui travaillent en collaboration avec Israël contre l'Iran, qu'est-ce qui va arriver? La dette américaine va continuer de monter. Puis tôt ou tard, si la dette américaine augmente à moyen ou à long terme, l'or va continuer à se valoriser, puis le métal argent. Pourquoi? Parce que pour payer la dette, naturellement, la Fédérale Réserve va faire comme d'habitude, c'est-à-dire va sortir la planche à billets, c'est-à-dire concrètement, c'est pas nécessairement qu'il imprime plus, ben il imprime oui du papier pour les transactions courantes, mais ça représente un faible pourcentage de la monnaie qui est utilisée parce que l'essentiel de la monnaie est électronique, c'est-à-dire qu'on crée des chiffres dans des comptes puis il y a des transactions à partir de ça qui sont faites. Là. C'est carrément ça. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il va y avoir beaucoup de création de monnaie à partir de rien qui vont être générées en lien avec, si on s'en est dans une guerre, qui va faire que tôt ou tard, ma confiance à moyen et à long terme par rapport à la valeur du métal argent et or est intacte. J'ai la conviction fondamentale que tant que les Américains vont continuer à s'endetter puis ne mettent pas en place un frein au processus d'endettement, l'or si on prend l'or sur le plan historique, depuis que la valeur de l'argent n'est plus adossée à l'étalon or, la stabilité de la valeur de l'or n'est plus là. Vous voyez une longue période depuis 1938 jusqu'au début des années 1970, il y avait une stabilité de la valeur de l'once d'or. Pourquoi? Parce que l'or était adossé... excusez, je vais aller trop vite. Il y a une stabilité de la valeur de l'once d'or parce que la valeur du billet américain était adossée à l'once d'or. C'est-à-dire que pendant cette période-là, un dollar américain valait c'était à peu près 30 $ américains pendant une bonne période de temps. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, vous voyez la montée parabolique. Si j'avais, là je ne l'ai pas, là, mais si j'avais le graphique de la dette américaine, elle augmente aussi de manière exponentielle. C'est pas très compliqué. En lien avec ça, mes convictions. Nasdaq 100 présentement, il est baissier, mais tôt ou tard, l'endettement des Américains qui va augmenter de manière exponentielle va rattraper le Nasdaq 100, puis les titres vont se valoriser comme par magie. Là, c'est sûr qu'à court terme, on s'entend que ça va avoir probablement un effet négatif s'il y a une guerre parce que rotation des actifs, c'est-à-dire que les gens qui étaient investis dans le Nasdaq 100, les valeurs technologiques, vont se tourner vers des fonds liés à l'or, pas à l'or, pardon,
au pétrole puis au gaz naturel. Puis bon, le fait que, par exemple, l'intelligence artificielle qui se développe beaucoup dans le domaine technologique, en lien avec des grosses entreprises liées au Nasdaq 100, comme par exemple Google avec Gemini, puis d'autres entreprises, puis ça demande beaucoup d'énergie. On s'entend que c'est une crise énergétique, c'est pas propice au développement de l'intelligence artificielle qui consomme une grande quantité d'électricité. Mais tôt ou tard, ma conviction demeure que tout ça va se continuer à se monter, comme ça a été déjà fait. Pour ce qui est du Bitcoin présentement, tant qu'à commenter ce qui se passe en lien avec des indices, Bitcoin, stagnation présentement. Ça doit faire combien de semaines, là? Ça fait plusieurs semaines qu'on niaise, excusez-moi l'expression québécoise, là, mais on stalle. Ouais, depuis février, on est à peu près dans le coin de 70 000 US. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Éventuellement, j'ai l'intention d'en racheter. Puis dans ce que j'ai investi massivement, c'est-à-dire le HHIS d'Harvest qui donne à peu près une moyenne de 30% de rendement annuel, ben lui aussi il est à la baisse depuis les 6 derniers mois, un peu comme le Nasdaq 100. Il suit essentiellement le Nasdaq 100. Éventuellement, intention d'en racheter. Sinon, je vais attirer votre attention. Il y a un YouTuber canadien, pour ceux qui investissent dans des fonds négociés en bourse comme moi au Canada, à partir d'une plateforme de courtage en ligne. Des fois, ça peut être intéressant d'écouter des gens qui ont un parcours lié à l'investissement. Lui, ben, c'est sûr qu'il parle, il s'appelle Gary Gilles, c'est un Canadien comme moi. Puis, lui, il explique un peu son parcours qui lui a permis de devenir millionnaire. Puis, c'est très simple, hein. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement de formule miracle. C'est que tout simplement, il dépensait moins que ce qu'il consommait. Puis avoir un mode de vie qui ne met pas l'emphase sur la consommation. Donc, c'est tout simplement ça qu'il a fait. Des fois, c'est un peu plate parce que on peut s'intéresser au market timing, donc comment tirer profit des opportunités du marché. Je l'y ai réfléchi présentement parce que dans le fond, la façon que je vois ça, c'est que Trump fait des petits discours pour calmer le marché. Bon, après un petit discours de calme, on sait que ça repart souvent à la hausse après. Là, c'est ce qui s'est passé récemment. Puis c'était déjà passé aussi au début du mois de mars. Donc, probablement, il va y avoir d'autres discours en disant oui, oui, ça avance là, pour parler de paix. L'autre discours, c'était de dire ah oui, oui, on est sur le point d'avoir terminé l'opération en Iran, ça avance plus vite que prévu. Bon, ben, ça serait de racheter le titre à ces moments-là pour en revendre un peu plus tard quand il reprend à peu près sa vitesse de croisière vers le 100$ US. Sauf que les titres, parce que j'avais déjà pris, je regardais mon portfolio en détail, puis des fois j'en prenais juste un fonds négocié en bourse, juste pour voir à titre indicatif qu'est-ce qui allait se passer. Il y a quelques mois, j'avais pris ENCL, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat de GlobalX, se rapportant dans le fond au pétrole puis au gaz naturel. Puis j'étais présentement dans une zone de profit d'à peu près 24%. C'est quand même bien. Sauf que si j'en avais pris plus, peut-être ça aurait été quand il augmente vers le 100$ ou le 110 US, ça peut être l'occasion de vendre. Sauf que là, d'en prendre de nouveau, c'est une bonne question. Là, vous voyez, ça a descendu. Lui, il est à 88$ US le baril, le Brent. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il va réaugmenter dans les prochains jours, mais on verra. Parce que c'est difficile de voir ce qui va arriver. Ça va être un dossier à suivre, mais mon énergie est plus, je vous dirais, à me préparer à réinvestir par rapport à acheter la correction à la baisse si ça continue de baisser par rapport au métal, l'argent ou l'or, que j'ai plus des convictions à long terme liées sur l'endettement des États-Unis. Sinon, ben, j'écoute toutes sortes de vidéos présentement pour me tenir au courant de la situation. Il y a Boursorama qui a sorti une vidéo récemment, Guerre au Moyen-Orient, 2 points. Dans combien de semaines va-t-on commencer à manquer de pétrole? Et là, c'est sûr que ça crée la peur, un titre comme ça. Mais en effet, si la guerre dure longtemps, puis à peu près 20% du pétrole qui passe à travers le détroit d'Ormuz par jour,
ben, tôt ou tard, ça va avoir un impact. Naturellement, puis là, lui, l'animateur parlait avec un invité qui parlait de la possibilité qu'il y ait ouais, c'est comme le confinement lié à la période dite de pandémie, mais en lien avec des restrictions énergétiques. Donc, à ce moment-là, limiter la circulation des individus. Puis ça pourrait être une journée sur deux, les gens qui ont une plaque d'immatriculation automobile pair versus impair se déplacent sur la route, un peu comme on a ici au Québec quand il fait très chaud. Bon, mais si on restreint l'utilisation de l'eau potable, bien à ce moment-là, les gens qui ont une adresse pair ou impair, ben c'est une journée sur deux peuvent utiliser les ressources d'aqueduc pour arroser leur gazon. Un peu le même principe, limiter les déplacements, le retour au télétravail pour lutter contre la pénurie, un peu comme le télétravail qui servait à lutter contre les contacts sociaux en personne directe et la propagation dite de la menace du virus. Fait qu'il y a un scénario possible comme ça qui peut s'installer. C'est sûr que ça va créer des codes d'écoute intéressantes de soulever ça. Mais on n'est pas là du tout là, pour l'instant. Ça va être quelque chose à suivre par contre. J'exclus pas cette possibilité-là, mais si le conflit perdure dans le temps. Donc, sinon, ben, j'écoute des vidéos de Benjamin Tremblay. Là, c'est intéressant parce que Benjamin Tremblay, dans son analyse géopolitique, lui évalue que le conflit ne peut pas ne pas se terminer bientôt parce que les pays ont des réserves pour à peu près l'équivalent de 20 jours. Donc, en termes de millions de litres pour compenser le manque à gagner au détroit d'Ormuz. Puis, dépasser 20 jours, ça va être trop coûteux, puis les États-Unis vont subir beaucoup de pression internationale de différents pays, parce que ça va leur causer concrètement un problème. Parce que là, présentement, les pays utilisent plusieurs des réserves qui ont de pétrole, mais ces réserves-là ne sont pas illimitées. Sont limitées dans le temps. Fait que dépasser une certaine période de temps où le détroit d'Ormuz est fermé, ben, ça va leur poser concrètement un problème. Au niveau économique, puis là, c'est un délai d'à peu près 10 jours à partir du 10 de mars, ce qui nous met à la fin du mois de mars. Donc, d'ici le mois d'avril, je vous dirais qu'on va être pas mal branché. Si c'est un conflit à court, moyen terme. Si c'est un conflit à long terme, ben, il peut y avoir la possibilité, naturellement, que la valeur du baril du pétrole dépasse 150 $ américains ou même 200. Là. Il peut y avoir une montée parabolique qui se prépare dans les prochains jours en lien avec ça. Sauf que je vais tenter d'être sage, de ne pas embarquer sur des effets de levier dans cette optique-là. Parce que c'est quelqu'un qui se positionne tôt. Si je savais à chaque fois que Trump fait une apparition au public pour calmer les investisseurs internationaux, je pourrais miser sur la baisse du baril du pétrole, mais comme je ne le sais pas, je ne suis pas averti par Truth Social ou Twitter ou Facebook de ça, ben, je ne peux pas tirer profit de la situation, mais je peux observer ce qui se passe. Puis, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Ben, il y a plusieurs commentateurs. Là. Tantôt, j'écoutais Idriss Aberkan. Je trouve ça intéressant ce qu'il parle par rapport à l'Iran. Une perspective intéressante parce que, à un premier niveau, moi-même, dans ma naïveté, je pourrais dire, ben, c'est une bonne chose que les États-Unis attaquent l'Iran parce que ça va amener un changement de régime. Donc, les femmes qui sont opprimées par le régime des mollahs, des intégristes religieux, fanatisés, qui imposent leurs croyances aux femmes, qui empêchent les femmes, par exemple, de se promener sur la rue à visage dévoilé, qui limitent, ça serait une bonne chose que ce régime-là tombe pour, entre autres, l'émancipation des êtres humains aussi en général. Là, si on pense aux homosexuels qui sont pendus sur la place publique en Iran, je pense que ça peut être une bonne chose que ça cesse. À première vue, que Trump attaque l'Iran puis qu'ils veulent faire tomber le régime, ben, en tant que personne au niveau humanitaire, je peux trouver que c'est une bonne chose. Mais comme le soulevait Idriss Aberkan, ben, les États-Unis, lorsqu'ils ont attaqué l'Afghanistan,
dans l'optique de changer le régime puis la mentalité, ben ça a coûté une fortune, plusieurs milliards de dollars de la part des Américains. Les Américains ont envahi le pays, puis ont été là pendant environ 20 ans. Puis finalement, ben, ils sont partis. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, les talibans ont pris le contrôle puis ils ont réimposé leur façon de faire les choses. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui en Afghanistan n'ont pas accès à l'éducation. Il n'y a pas une égalité d'éducation entre les hommes et les femmes. Donc le régime archaïque qui était censé mettre fin pour qu'il y ait une démocratie qui s'installe en Afghanistan, on oublie ça. Donc ça n'a rien donné. Puis comment dire, ce qui risque d'arriver, la même chose par rapport à l'Iran. Et pendant ce temps-là, ben, ceux qui s'en mettent plein la poche, c'est le complexe militaro-industriel. Et ça permet le développement de technologies, que ce soit par exemple des drones, de l'intelligence artificielle pour, si on pense au programme Lavender développé en Iran, qui veut dire la vente, pour tuer des gens qu'on dit, ah ben c'est des terroristes liés au Hamas. Donc c'est ça que ça permet. Puis des entreprises comme Palantir, qui travaillent là-dessus, connaissent une augmentation de la capitalisation au fil du temps. Les entreprises de contrôle de l'information via l'utilisation d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour analyser du big data, des grandes données, ben c'est eux autres qui se valorisent. Fait que résultat, ben, j'ai l'impression que des entreprises qui font partie du Nasdaq 100 comme Palantir vont continuer d'augmenter dans les prochains mois. Puis finalement, ben, l'opération va coûter la vie de nombreuses vies humaines si ça court en sol iranien. On verra bien qu'est-ce qui arrivera. Présentement, de me positionner, parce que j'y ai pensé, sur le pétrole avec des fonds négociés en bourse, sachant qu'il y a déjà eu une valorisation comme Intel que j'avais pris, que je mentionnais tantôt, de 24%. La réponse, c'est non. Je vais continuer probablement demain. J'ai l'intention de réacheter du HHIS parce que probablement que demain, le Nasdaq 100 ou dans les prochains jours va continuer sa baisse. Mais éventuellement, tôt ou tard, à cause de la dette américaine, j'ai l'impression qu'il va se remettre à monter comme par magie. Éventuellement, je vais racheter du métal argent ou du métal or, mais j'attends un peu. Parce que j'ai l'impression que le spectre de la menace du rehaussement du taux d'intérêt, si on s'installe dans une guerre, va faire baisser encore le prix dans les prochaines semaines. Puis il y aura sans doute une belle fenêtre d'opportunité. Peut-être dans quelques semaines, il va être à 4000 US, l'once d'or. Là. Puis on va avoir un coût du métal argent peut-être à 50 US, 60. On verra bien. Il y aura peut-être une fenêtre d'opportunité là. Ça va être à suivre. Sinon, pour ce qui est du métal argent, cette fois-ci, je prendrais le fonds PSLV-U en dollars américains qui suit la valeur du dollar argent. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Fait que, quoi qu'il en soit, quand je regarde les choses au niveau macroéconomique, dans les grandes lignes, j'en viens tout le temps à la conclusion que les actifs de qualité, que ce soit le Nasdaq 100, métal or, métal argent, même le Bitcoin, parce que le Bitcoin est en nombre limité, à la différence du dollar américain, tout ça va se mettre en montée comme par magie à cause de l'endettement des États-Unis. Puis s'ils s'en allent dans une guerre, ça va être encore pire. Ça va continuer encore plus de monter la valeur du Bitcoin, j'ai l'impression. Pourquoi? Tout simplement à cause de la dilution de la valeur du dollar américain. Parce que le Bitcoin, s'il y en a un total de 21 millions, puis on peut produire une quantité presque infinie de dollars américains, on s'entend que ça n'en prend de plus en plus, vu que c'est en abondance pour faire face à la rareté du Bitcoin, tout simplement. Donc, sur ces considérations, c'est ce qui va compléter cette chronique à caractère financier, en vous rappelant que l'important, c'est de ne pas me croire, de faire vos propres recherches de manière indépendante et aussi de rester critique par rapport à tout ce qui peut être dit, surtout par rapport à nos dirigeants, parce que
j'ai des doutes que Trump va en venir à une entente d'ici vendredi de cette semaine avec les forces iraniennes pour mettre en place un processus de paix. Euh, j'ai des sérieux doutes, mais on verra. Tout aussi à suivre. Au revoir tout le monde.